Merci de nous retrouver sur la radio Genetaxi FM. Nous sommes à la gare routière de l'information, cette fois avec mes confrères. Nous allons aborder beaucoup de sujets. Nous parlerons de l'enquête Covid-Gate. Nous parlerons également des élections prochaines, puisque le Conseil des ministres réuni samedi dernier s'est prononcé là-dessus. Le président Faure Gnassingbé a demandé à la CENI d'organiser les élections législatives et régionales au plus tard, à la fin du premier trimestre, ce qui fait dire à beaucoup de gens qu'avant fin mars, nous devons avoir les élections au Togo. Merci pour votre fidélité à la radio Génial. On va en parler. À la radio. Bonjour, Joseph Gada. Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles auditeurs de Taxi FM. Merci de nous rejoindre sur la radio. Merci. Et vous savez qu'on ne peut pas, moi du moins depuis un certain moment, on ne peut pas venir sur les plateaux sans avoir une pensée particulière quand même à nos confrères. Oui, bien sûr. Qui sont en prison depuis plus de quelques jours. Deux semaines déjà. Depuis 2 semaines déjà. Une pensée positive à ces deux. Une pensée positive également à leurs familles respectives. Et je pense qu'on aura le temps d'échanger. Bien sûr. On va en parler dans les débats. Bien sûr. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer le président. Oui. Et saluer aussi le docteur Amégan, avec qui nous avons eu quelques échanges fructueux tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Bonjour, Jarik Dakouti. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs auditrices de Taxi FM. Tout va bien chez vous? Oui, présenter mes excuses pour le mardi passé. Oui, si, on vous attendait, mais c'est quand même pour la bonne cause quand même. Oui, bon, vous savez, Joseph l'a effleuré un peu. On était dans les courses par rapport à l'arrestation de nos confrères, dont je voulais ici présenter effectivement ma sympathie, leur dire que nous sommes de cœur avec eux, c'est pas facile, et avec le plaignant, le ministre d'État, le ministre également ADJ, avec qui nous échangeons tous les jours. Nous avons espoir que nous allons trouver un terrain d'entente pour le bien de nos confrères journalistes et pour le bien de l'ensemble de la corporation. Donc je crois que nous sommes sur la route du dénouement par rapport à cette situation. Prions que vraiment les choses se passent bien. Très bien. En tout cas, on suivra tout ça et on va revenir là-dessus. Bonjour Ambroise, merci d'être là. Merci. Bonjour Eric. Alors, on va justement évoquer le cas de nos deux confrères. Mais Jacques Diakouti, renseignez-nous. Hier, Gérard Ouissan était assis à votre place, ou c'est vous qui vous asseyez à sa place. Ah oui, un petit peu comme ça. Alors, il était allé la semaine dernière, il y a une semaine exactement, c'était mardi dernier, il est allé visiter nos confrères, c'est vrai qu'il nous a raconté un petit peu ça. Mais aussi, vous bougez beaucoup depuis le 13, même avant, même pour pouvoir éviter qu'on en soit là aujourd'hui et pour pouvoir décanter la situation. Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Pourquoi est-ce que, malgré que beaucoup de personnes interviennent, on a écouté le président de l'UPF International qui était à Lomé la semaine dernière, il a même donné une conférence de presse. Pourquoi est-ce qu'on a de la peine à libérer nos confrères? Qu'est-ce qui cloche encore? Bon, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu voulant, nous sommes en train d'aller progressivement vers une entente par rapport à cette situation. Je ne vais pas trop épiloguer sur la situation. Eric, toi et moi, on a géré un dossier que tu connais un peu. On n'oubliera jamais. Voilà comment les choses se passent. Donc je ne voudrais pas trop parler, mais ce que j'ai dit, espérons que très bientôt, les choses vont quand même se dénouer. Oui, bien sûr. C'est vrai, des fois, quand on mène des négociations, il faut être moins bavard sur ces questions, je vous comprends. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, je l'ai posée aux confrères ici, hier, et ce matin, je l'ai invité au débat avec les auditeurs. Pourquoi est-ce qu'on peut facilement emprisonner un journaliste parce qu'il a donné une information qui peut-être n'est pas vraie, peut-être qu'il a utilisé un mot qu'il ne devait pas utiliser en ce moment-là, peut-être qu'il a ajouté un 0 à la fin ou au début d'un nombre réel. Pourquoi est-ce que lui, on peut l'emprisonner et non un médecin, par exemple, qui se trompe sur les diagnostics ou qui, parce qu'il arrive, qui tue un patient? Pourquoi est-ce qu'on peut emprisonner un journaliste et non un magistrat aussi qui rend des ordonnances bidons
Pourquoi est-ce qu'on peut emprisonner un journaliste et non un notaire qui est empêtré dans des affaires foncières? Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Oui, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? C'est trop facile. Parce que tout ce que le journaliste fait dérange. Même sans zéro place. Pourquoi est-ce que les terres des autres les protègent? Oui. Et que nous, on ne nous protège pas au regard de la loi? Oui, parce que par exemple, un médecin, par faute de professionnalisme, qui tue quelqu'un, oui, n'est pas connu de nous tous. Ou bien? Oui, bien sûr. Lorsque un juriste commet des gaffes, ce n'est pas connu de nous tous. Lorsque peut-être un pharmacien commet des gaffes, au lieu de vendre un produit, vend un autre produit et qui tue une autre personne, c'est silencieux. Mais le journaliste, à chaque fois que le journaliste se prononce, c'est comme si c'est un pistolet chargé. Et il suffit seulement d'appuyer sur la gâchette et ça fait mouche. Donc voilà la différence entre les journalistes et les autres corporations. Tout ce que nous faisons ici, je pense que tout à l'heure on vient de suivre un Zoom. Nous sommes des fous, comme dirait quelqu'un. Mais le fou, des fois, on peut ne pas le considérer. Mais le fou aussi est important dans la société. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on n'a pas appelé, ou bien qu'on n'appelle pas la corporation des médecins 4e pouvoir, ni la corporation des juristes 4e pouvoir, ni la corporation de, je ne sais pas, 4e pouvoir. Et nous, on nous a placés juste après les 3 pouvoirs que nous connaissons très bien. Ça veut dire que nous avons une force. Mais cette force ne serait valable que si nous-mêmes nous sommes conscients que nous avons cette force. Voilà. Voilà. C'est la clé. Et voilà le déclic. Donc je pense que depuis un certain moment au Togo, plus de 3 ans, 4 ans, nous sommes en train de traverser une tempête de désert. Cette tempête à laquelle même nous-mêmes nous ne sommes pas conscients que nous sommes en train de traverser cette tempête. C'est ce qu'un jour tous les sables nous envahissent et nous enterrent. Peut-être que parmi 10, ceux qui survivront vont dire attention, nous avons vu venir cette tempête, mais on n'a pas su réagir à temps. Donc je vous dis qu'aujourd'hui, le comptable, je ne vais pas de l'ordre des comptables, le comptable qui, par exemple, parce qu'un comptable professionnel ne peut pas enregistrer des données sans les preuves. Bien sûr. Comme en temps de Covid, au temps de Covid-Gate, là. On va revenir là-dessus. Et que cette personne qui enregistre les données sans les preuves, normalement doit être renvoyée ou bien doit être punie. Ouais, comment se fait-il que nous les journalistes, juste parce qu'on place un mot, et nous on est punis? Parce que, comme je l'ai dit, le mot que tu places, c'est comme une gâchette, comme un pistolet, c'est bien chargé. Et ça peut détruire le monde. Parce que lorsqu'on tire sur un pistolet, à bout portant, c'est-à-dire que soit des conséquences désastreuses ou bien il y a des conséquences. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, notre corporation, c'est une corporation très géniale, avec tous les problèmes. C'est pourquoi j'ai dit, normalement, celui qui doit rentrer dans la corporation ne doit plus avoir peur. Nous sommes comme le Christ sur la croix. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on doit s'attendre à tout. Il dit à tout. Et c'est souvent difficile. Non, lorsque c'est un sacerdoce pour toi, ce n'est plus difficile. Tu dois s'attendre que voilà, à tout moment, ça peut tomber sur toi. Que tu sois professionnel ou pas. Parce que tu peux dire la vérité. Mais la vérité que tu sors, quelqu'un peut contester. Par tous les moyens pour dire que ce que tu dis c'est faux. Ou bien, on en a vu ça. Oui. Tu peux avoir les preuves de ce que tu dis. Mais quelqu'un, ou bien la victime peut te dire non et passer par tous les moyens, par n'importe quoi. Pour te faire taire. Pour te faire taire. Ou soit t'enlever carrément. On a vu ça au Cameroun. Au Cameroun, c'est ça. Donc voilà ce à quoi nous sommes confrontés. C'est pourquoi j'ai dit au moment aujourd'hui, on ne doit pas être surpris de ce qui nous arrive. D'accord. Alors, Amos Pongyo, pourquoi nous on est traqués, les autres qui font pire que nous, eux, ils sont loués. Enfin, presque. Oui, d'abord c'est triste, mais la question que tu poses renvoie à 2 valeurs essentielles. Il y a la liberté d'expression et la vérité. Puisque la vérité est incorporée dans la liberté d'expression.
Et la liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité qui dérange. C'est ça. Je répète, la liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité qui dérange. Et si nous sommes dans ce schéma, il est opérant, il est normal que les gens soient à tout moment suivis par le feu. Parce qu'on a toujours appris que dans ce monde, la vérité n'arrange pas beaucoup. Les gens préfèrent le mensonge, s'étaler, dormir dans le mensonge, et c'est avec eux qui sont en vogue, dans la grande majorité dans ce monde où nous sommes. Et il y a un philosophe, j'ignore le nom, qui l'avait dit, si vous êtes parmi 100 personnes, et que vous vous rendez compte que vous êtes la seule personne à dire le contraire de ce que 99 personnes disent, maintenez votre position, quoi qu'il en coûte. J'ai lu ça, j'ai dit, si on dépose 100 personnes, peut-être c'est 2 qui le feront. Dans ce monde dans lequel nous vivons actuellement. S'il y a 100 personnes et que tout ce que les gens disent, tout le raisonnement que tiennent les gens, et que vous êtes la seule personne à prendre le contre-pied de la chose, donc vous êtes contesté, maintenez votre position, tôt ou tard, ils reviendront sur votre position, parce que vous avez maintenu et vous avez dit la vérité. Le travail de journaliste au Togo est un problème délicat. Je ne vous apprends pas que seul dans une dictature, quelqu'un qui essaie de dire la vérité, mieux encore avec des preuves, peut être emprisonné. Même si ce n'est pas souvent le cas. Il y a des sujets sur lesquels nous-mêmes nous autocensurons. Oui, bien sûr. Enfin. Parce que c'est personnel. Pour des raisons peut-être d'éthique. Je ne parle pas de déontologie liée à la presse, mais des raisons d'éthique et morale qui touchent peut-être les mœurs ou qui touchent la sensibilité de certaines obédiences. Là, on peut s'auto-censurer. C'est personnel. Mais il y a des sujets qui convoquent la vérité et en même temps évoquent la vérité. Et quand ces sujets convoquent la vérité, l'auteur de ces sujets est obligé de distiller la vérité, qui sont en fait des informations teintées de vérité. Mais l'information ne doit pas comporter des mensonges. Parce que lorsque ça comportera des mensonges... Et ce ne sera plus de l'information. Attendez-vous que quelqu'un d'autre vienne dire la vérité pour vous contredire, et là vous serez étalé au grand public. C'est ça. Si tu as une information, tu t'es auto-censuré. Parce que tu as un lien avec la personne, où tu vois des considérations morales ou éthiques que tu évites. Mais attends-toi à ce que d'autres personnes, si jamais ils ont l'information, ils vont le rendre public. Et toi qui avais le scoop, tu es mis, pas au banc, mais tu es relégué au second plan s'il s'avérait qu'on doit donner une coupe, une gratification à la personne. Donc, nous vivons, tous, pour ceux-là qui ne le savent pas, nous vivons dans une démocrature. Et tout ce qu'on appelle démocrature, c'est une démocratie, c'est une dictature qui est habillée, qui est badigeonnée. C'est tout comme vous allez voir un bâtiment en banco. Et au dehors, vous voyez, tout est clinquant. Il suffit de prendre de la hache, vous touchez un peu, vous découvrirez que c'est le banco qui est dans le fond. C'est pas un bâtiment construit en briques de ciment. Donc pour vous dire que le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui, tout passera, hein. Eux aussi, ils passeront. La foi que certains ont en continuant dans la part de la vérité, Ferdinand Haïté par exemple, il ne le fait pas pour lui-même. Tout ce qu'il arrive à dénoncer, il le fait pour l'assainissement des finances publiques, pour la vérité, pour le service public, pour la clarté dans la gestion de tout ce qui est service public. Et donc, c'est ce que nous faisons. Si on arrive à le faire et qu'aujourd'hui on est étiqueté, y compris au sein de notre propre corporation, tel que l'émission l'a révélé tout à l'heure. Mais nous, je ne sais pas si c'est moi qui deviens fou en ce moment ou c'est les autres. Les autres, nous, on nous traite de fous. Aujourd'hui, moi, j'apprends que c'est eux qui sont plutôt des fous. Et donc, nous, on fonce. Tu n'as pas à avoir peur de qui que tu sois. Et il faut
Parce que seule la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, elle vous rendra libre. À moins que vous ne soyez pas chrétien, de fond. Parce que quand on est chrétien, on l'est. Mais on n'est pas chrétien de façade. Il faut être un chrétien de fond. Alors. Croire fondamentalement à ce que tu fais et à ce que tu dis. Et le dire, la façon dont le professeur Romaric et le docteur Romaric a dit quelque chose. À chacun sa manière de le dire aussi. L'essentiel, c'est qu'on aboutisse à une vérité. Joseph peut choisir de dire que cette bouteille-là, elle a 3 couleurs ou 4 couleurs. Et ce qui est au fond, c'est l'eau. Jacques peut choisir de dire que lui, il voit de l'eau limpide, qui est incolore, inodore. On dit la même chose. Oui, c'est de l'eau. Moi, je peux dire qu'il y a une bouteille, même au toucher, qui résonne, qui contient l'eau. Et c'est l'eau. C'est toujours l'eau. Donc, le dénominateur commun de tout ça, c'est l'eau. Mais la manière de le dire, c'est libre à chaque personne. D'accord. Et on ne va pas condamner celui qui le dit autrement. Parce que chez nous, pour finir, il y a des exemples concrets. Quand nous parlons des opposants, ou des membres de la société civile, quand le professeur Dessay prend la parole, c'est différent d'un autre. Et on dit la même chose. Quand Nicolas Lasson prend la parole, on l'appelle comment? L'opposant pétard. Quand Jacques Issi prend la parole, il n'est pas comme l'autre là, santé du peuple, comment vous l'appelez? Oui. Chacun a sa manière de rendre. Et ça intéresse. Chacun a son auditoire aussi. Parce que quand ça prend le feu, ça intéresse les gens et les gens écoutent. Mais quand ça dort aussi, des fois, ça ne passe pas. Donc pour dire que nous, on nous a appelés à respecter nos règles. C'est-à-dire que le code de la presse et la loi organique. Mais moi, j'ai toujours dit, c'est vrai, il y a le code, il y a la loi organique, mais il y a aussi les règles du journalisme universel. Ça, beaucoup ignorent ça. D'accord. Le Togo ne va pas créer son journalisme. Oui, on va toucher à ça. Il y a un auditeur qui nous dit par exemple que les autorités, c'est ce qu'il écrit, voilà. Pour les autorités, vous mettez vos nez là où il ne faut pas. Vous révélez tant de choses que nous ignorons sur la vie de la nation. Alors, pour vous faire taire, à moindre chose, c'est la prison. Moi, je vous encourage vivement car vous êtes donc la voix des sans-voix. C'est votre sacerdoce, donc dire cet auditeur. Alors, sur la question principale de nos deux confrères qui sont là, et chaque jour que nous faisons des émissions ici... Eric, tu permets, par rapport à ce que le confrère Ambroise a dit, allez-y. Vous savez, ça révèle une fois encore jusqu'où on peut considérer la vie privée d'un homme politique et un homme, disons, public. Vous comprenez? Oui. Souvent, vous savez... Ça dit qu'il n'y a plus de limite entre la vie privée d'un homme public et sa vie privée. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une limite à ça? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que souvent, journalistes, nous avons des problèmes. Parce qu'on écrit, par exemple, sur la vie privée de quelqu'un. Et ça nous crée des problèmes. Et un homme public n'a pas de vie privée. Voilà. C'est confondu. Certains vont jusqu'à dire que l'homme public a une vie privée, que vous n'avez pas droit. Vous comprenez? Ouais. En fait, c'est ça. C'est ça le problème. C'est discutable. Voilà. Vous vous rappelez quand Hollande avait pris le scooter pour aller acheter... Oui, c'est ça, sa petite... Voilà. Ouais, si. Bon, vous savez, on avait emballé qu'il était allé pour chercher du pain. Bref, à la fin, on a vu ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, quelles sont les limites? C'est Julie Gaillet. Julie Gaillet, oui, voilà. Justement. Vous voyez? Quelles sont les limites d'une vie privée d'un homme public par rapport à un journaliste qui relate, qui écrit effectivement les choses? Vous savez, si c'est en Afrique que le journaliste là avait écrit sur François Hollande, le journaliste là se retrouverait en prison. Parce que, il va se retrouver en prison parce que il est rentré dans la vie privée d'un président. Voilà un président qui se masque, il sait où il va, il masque il dit non qu'il veut aller chercher du pain. Mais derrière de tout ça, on savait là où il allait. En fait, c'est vraiment un débat que moi j'invite les organisations que nous avons, qu'on puisse vraiment décortiquer effectivement ce fait. Est-ce qu'il y a une limite entre une vie privée d'un homme public et une vie privée entre
un homme politique. Non, la règle est universelle. Le problème, c'est quoi? Vous savez, quand vous prenez certains ici, dans notre pays, les gens n'ont plus effectivement la liberté d'aller dans les boîtes de nuit. Oui, parce que Voilà. on devient homme public. Ils ont peur. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils détiennent donc sur notre vie privée. Ils sont obligés de voyager. Parce que, en allant ici, quelqu'un peut prendre son portable tout de suite, Prendre des photos. commence à prendre des photos, filmer et balancer sur les réseaux sociaux. Et ça risque de créer un problème. Et tu te rappelles, je crois que c'était en 2000, je sais pas si c'est 2022 ou bien 2021, un ministre de la République qui rentrait chez lui, qui a fait un accident vers TV7. Ah oui, si. Voilà. Oui. Ah bon, oui. Le ministre du Tourisme. Pharmacie Bédiel. Voilà. Oui. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Voilà. Si vous voulez, moi j'étais là quand il a eu l'accident. Voilà. Mais quand on avait évoqué ce problème, celui qui l'a évoqué s'est retrouvé à la hack. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une limite entre un homme public, il y a des choses qu'un homme public fait ou bien un homme politique fait que le journaliste ne peut pas publier? C'est ça le débat. Vous voyez? C'est vraiment un débat qu'il faut aujourd'hui qu'on puisse poser. Parce que aujourd'hui, nos confrères sont poursuivis parce qu'ils ont publié une information sur les réseaux sociaux. Et parce que vous savez, quand on parle d'une vie privée, c'est pas dans un journal peut-être qu'on peut... Est-ce qu'aujourd'hui on doit faire véritablement ce débat-là? Parce que nos confrères sont en prison depuis 2 semaines. L'important pour nous aujourd'hui, c'est qu'ils sortent de là. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à demander la clémence du plaignant aujourd'hui? Parce que on écoute tellement de choses. En même temps, il faut que nos confrères sortent. Si c'est le prix à payer, est-ce qu'il faut y aller? Ou il faut réfléchir par des fois? Non, mais au fait, quand on parle de la vie privée, je pense que devant le journaliste, un homme, c'est un homme. J'échangeais il y a de cela quelques semaines avec un confrère. Là, vous ne répondez pas à ma question. Oui, là. je vais venir. Parce que je répondais, oui. Je suis très touché parce que j'échangeais il y a de cela quelques jours avec un confrère marocain qui a, dans son journal, a révélé le divorce du roi. Ah ouais? Mais attention, ça c'est l'intimité du roi. Du roi Mohamed VI. Attention, ce n'est pas vous ne pouvez pas. Parce que ça c'est l'intimité du roi, l'intimité de la famille royale. Mais pourtant l'information est sortie. Pourquoi? Parce que la dame a été vue à une plage sur une plage européenne. Mais, et les gens se sont posé la question, mais attention, mais la dame ça ne peut pas sortir comme ça, sans les enfants, sans même le roi à côté. Donc les journalistes commençaient pas à investiguer, et après, on a su que depuis plus de 2 ans, il y a eu divorce. Donc, mais le journaliste a publié. Voilà. Est-ce que devant le journaliste, quelqu'un a une vie privée? Je ne sais pas. Surtout pour des gens qui gèrent la chose publique. Je dis par exemple, nous tous, nous allons à la messe le dimanche. Oui. Mais la fois passée, moi, j'étais surpris, j'étais à une messe, quand un ministre est arrivé avec sa famille, mais tout le monde le regardait. Ça veut dire que c'est un homme public? Ça veut dire que c'est un homme public. Est-ce que là, on peut interdire aux gens de le regarder parce que c'est un homme public? Jamais. Encore moins un journaliste, par exemple, qui écrit, ce dimanche, j'ai vu un tel ministre qui est venu à la messe. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est rentré dans la vie privée? Voilà. Donc, soit, si aujourd'hui ce débat commence par, c'est pas germer, oui. À germer, c'est pas soit, nous-mêmes, au sein de la corporation, puisse quand même réfléchir là-dessus entre nous. Pour voir jusqu'où se trouve notre limite. Pour ne pas parler, pour dire, tu es rentré dans la vie privée d'une personnalité publique. C'est à nous de réfléchir. Ou bien, en réfléchissant, est-ce qu'on va s'auto-censurer? Ou bien, on peut dire désormais, voilà, quand tu rentres dans la vie. Tout à l'heure, vous venez de dire, un homme public, un ministre, par exemple, qui va en boîte de nuit, il est comme tout le monde. Il peut aller en boîte de nuit ou pas, comme il va aussi à une messe, ou bien qu'il assiste à un culte, par exemple. Alors, maintenant, parler, c'est un problème. Non, c'est pas un problème, parce que c'est un problème, voilà. C'est la question. Peut-être. Parler d'un ministre, non, je suis d'accord avec vous. Parler d'un ministre qui allait à la messe avec sa famille. Oui. Et de ce même ministre qui allait en boîte de nuit. Quand on en parle les deux,
Quel est le problème? C'est une question de culture. Parce que pour nous, pour certains, aller en boîte de nuit, c'est comme la boîte de nuit est réservée pas pour certaines personnes. Donc, on ne veut pas voir le ministre qui, peut-être qu'il a la responsabilité du peuple, d'une partie du peuple, le voir dans ce milieu. Pour certains, on ne peut pas penser ça. D'accord. Les auditeurs, quand même, sont aussi à l'écoute. Ils peuvent toujours interagir à l'émission en nous envoyant pour l'instant leur message. Je vous donnerai la parole, rassurez-moi. Rassurez-vous, je vais d'abord donner les autres numéros, rappeler ce numéro aux auditeurs, parce que le débat est passionnant. Vous pouvez nous envoyer vos messages par SMS ou par WhatsApp sur le 93 94 96 64. Vous avez fini? Juste un mot? Ambroise, deux secondes pour dire. La question oui, parce que la fois passée, j'écoutais quelqu'un qui me dit, il y a un ministre qui est à son bac plus 11 et qui disait que avant d'être ministre, lui, il a déjà de l'argent. Qu'il ne peut pas comprendre que lorsqu'il est nommé ministre, il ne peut pas faire sa vie. Et quand il fait sa vie, les journalistes écrivent. Vous voyez déjà? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut, lui, acheter une voiture de 20 millions, 40 millions, 50 millions conduits. Et qu'on ne doit pas l'associer au travail qu'il fait. Au travail qu'il fait. Parce qu'après tout, lui, il a une vie privée. Ambroise Mounio. Oui, c'est une question d'abord essentielle et une question épineuse à la fois. Vous savez, si les tabloïds n'existaient pas, ça répond à tout ce que nous discutons. Hein. Si les tabloïds n'existaient pas, on a déjà une réponse que la vie privée d'une personnalité publique reste une vie privée. Le président Bill Clinton l'avait dit au temps de Monica Gates. Ah oui, bien sûr. Even president have private life. Yes. Que le président aussi a une vie privée. Sauf que ça n'a pas été le cas. On a une réponse encore. Ça fait deux réponses qu'on a. Si Mediapart et BFM TV et autres existent aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de limite. C'est non limite en matière d'information liée à une personnalité publique. Ça fait trois éléments que je sors pour nous donner une réponse. C'est vrai que nous sommes sous les tropiques ici. Et sous les tropiques, les gens veulent que la règle soit autre que ce que les gens vivent au plan universel. Je l'ai dit que nous vivons dans un journalisme universel tant bien qu'on a une cause et une loi organique. Comment associer les deux pour que la vérité jaillisse? C'est tout ce qu'on a appris là, c'est la France. Même le code napoléonien, c'est ce que tous les pays, même pays anglophones, jusqu'en Asie, utilisent. Ils sont inspirés de ça. Et donc pourquoi pas nous? Pourquoi nous voulons nous inspirer de tous les produits français qui font du bien, tant au plan administratif, au plan juridique, au plan institutionnel, et on veut laisser celui qui fait du mal à des dirigeants institutionnels, on veut laisser de côté. Le journaliste togolais n'est pas un journaliste à part. Le journaliste togolais s'inspire de ce que les autres font ailleurs. Et où? Et comme eux en France, comme ils aussi s'inspirent de nous. Bien sûr. Les journaux américains, les deux là, il y a même une télévision, Washington Post et comment on appelle, New York Times. Il y a une télévision là, oui, NBC qui est plus qu'un tabloïd. Mais comment Lady Diana est décédée, est mort avec l'Égyptien là? Oui, bien sûr. C'est en France? Oui. C'est les tabloïds qui l'ont suivi. Mais elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé après? Rien. Tout simplement parce que c'est une personnalité publique. Il y a eu divorce entre lui et le prince. Et maintenant, ils ont des enfants, Harry et autres. Maintenant, on le voit avec un autre homme. Ça, c'est une bombe. C'est pourquoi on nous a toujours appris. Mais quand un planton tombe d'un escalier, c'est pas de problème. C'est le premier exemple qu'on nous a donné. Bien sûr. Personne ne s'en fout du planton. Qui est planton? Joe Biden. Mais juste qu'un ministre, je ne veux même pas Joe Biden, qu'un ministre tombe d'un escalier, c'est un scoop. Ah oui, le train qui est à l'heure, il y a un problème. C'est le train qui est en retard qui a un problème. Qui nous force interroger. C'est le train qui passe sans qu'on en aperçoive, qui n'a pas de problème. Mais c'est le train à Zizou ici qui est problème. C'est pour vous dire qu'en réalité, il n'y a pas un autre journalisme que ce que les gens font ailleurs. Que nos autorités essaient de supporter et de vivre comme ça, que quand on est ministre, on est DG, on tombe dans l'escarcelle publique, on doit mener sa vie de façon... Le préfet Alibo,
de Yotor, excusez-moi. Mais le gars, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il est comme tout le monde. Il est comme tout le monde. Ce qu'il fait. Attends, je viens. Ce qu'il a fait. Beaucoup, les ministres le font. Les gens vont comment on appelle, aux Antilles, parce qu'on va le voir ici. Les gens vont en boîte de nuit là-bas. Mais je me dis qu'ils n'ont qu'à créer leur propre boîte de nuit. Ils sont libres. C'est leur vie privée. Mais ils n'ont qu'à le faire de façon sage et dans le respect. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à le faire. Qu'on ne le voit pas. Mais l'ami des journalistes, dont le fils a célébré un anniversaire ou un mariage, et qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, même si ce n'est pas le volet là, la raison là qu'il a fait échouer de son poste, mais il suffit que c'est celui-là qui l'a filmé et mis sur les réseaux sociaux, on vous dit que c'est ça qui lui a coûté le poste. Ah oui, c'est ce qu'on a entendu. Peut-être qu'il y a d'autres raisons ailleurs. En temps de Covid. Vous vous dites que quand on est une personnalité publique, on fait extrêmement attention. Quand on prend Ethofis à Adebayor, moi ça m'arrive des fois de me cacher des fois. Ah, c'est Ambroise Mojo. J'ai dit, ah, c'est ce que souffre Ethofis. Et Adebayor, les gens le disent, on le tait. Mais quand ça arrive que les gens arrivent à te reconnaître, on ne te reconnaît pas ta voix, c'est pas moi. C'est-à-dire que, déjà je comprends, des fois ça frustre. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Non, je te dis la vérité. Oui, moi c'est vrai. Ça arrive à quelqu'un. Non, moi, dit que ça arrive dans un milieu. Moi, le dimanche passé, j'étais à une réunion où les gens échangeaient juste entre eux. Parce qu'ils ont su que je suis là-bas. Ils disent, ah, le journaliste est là-bas. C'est pourquoi je n'arrive pas à participer dans mon église à des choses d'envergure. Vous arrivez, quelqu'un a déjà payé ce que vous voulez manger. Et tu te rends compte même de la personne qui a payé, tu ne le connais pas. Donc tu te caches. Et c'est pourquoi je suis avare, je ne parle plus. Parce que la voix même te trahit. Pour dire que je suis moi-même, je deviens une personnalité publique. Je suis dans le corps des journalistes. Si quelqu'un veut écrire contre moi, il n'a qu'à le faire. Sauf que moi aussi j'ai ma plume. C'est là où se trouve la différence. Et donc celui qui n'a pas de plume, il t'envoie en prison. Oui, mais comme ça on est en train de voir aujourd'hui. C'est ça. Non, ceux qui croient que non, parce qu'on est journaliste, que bon, peut-être que nous. Tout est permis. Non, c'est pas que tu vas dire que nous, on est exempté de tout. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais nous aussi, je ne sais pas si toi-même tu fais la remarque. Des fois, tu vas quelque part, on sent que les gens sachent que tu es là. Mais entre eux, tu dis, ah, il y a certains, il ne faut pas dire. Ils ont même peur de toi. Non, mais non, déplacez-vous par ici, par là. Ou bien, est-ce que vous le connaissez, lui, c'est un journaliste. Donc, nous-mêmes, ça me frustre. Ça fait que moi, des fois, je n'arrive pas à sortir pour aller dans des endroits publics. Bon, déjà, donc, ça me pénalise moi-même. Il y a un auditeur qui dit ceci. Je voudrais vous demander si vos enfants ont cet ardent désir de devenir journaliste comme vous dans cette démocratie. Que leur conseillerez-vous sans langue de bois? Le métier de journaliste est un très bon métier, je vous le rappelle, mais pas ici au Togo avec ce régime. Bon voilà, c'est ce que veut dire donc cet auditeur-là. Il y a beaucoup de commentaires quand même de ce que on est en train de dire. Il y a un auditeur qui nous dit, quand tu es une personnalité publique, tu n'as plus de vie privée. Clinton, Trump en sont passés par là, même leur vie d'avant est publiée. Dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, autant des grands empires, les rois et ceux qui l'entourent respectent les codes de l'empire et ne font pas de n'importe quoi. Aujourd'hui, on parle de la démocratie. Alors, si vous êtes libre de faire ce que vous voulez, souffrez qu'on porte sur la place publique et qu'on n'envoie pas les gens en prison. Dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, personne n'a une vie privée devant Dieu. Ça, on l'appelle de l'orgueil, car dans le tombeau, nous sommes les mêmes. Dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, vous savez, le métier de journalisme n'est plus respecté au Togo parce que vous vous faites ridiculiser devant les ministres. Vous préférez de l'argent en dehors de ce que vous faites. Donnez un peu plus de valeur à votre métier. Dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci, une personnalité publique n'a pas de vie privée. Et le journaliste est l'éclaireur de la société, surtout sur la gestion de la chose publique. Je vais juste m'arrêter là par rapport à ce sujet. Nafissatou Diallo. Oui. Et DSK. Dominique Strauss-Kahn. Celui-là qui a été l'homme le plus puissant. Non seulement le plus puissant, qui devait être président de la France. Oui, tous les sondages, il avait crédité. Qu'on a réduit à néant. Et qui a joué à ça? Quelques semaines. Les Sarkozy ont joué à ça. Oui, ça c'est l'information. On l'a cassé, on l'a démoli parce qu'il devait être de là, il devait participer aux côtés de la gauche. Oui, bien sûr. Les Sarkozy sont au milieu, à droite, et l'extrême droite a participé, on l'a cloué.
alors que tout le monde fait ça. Non, mais dites-moi, vous croyez que ce qui s'est passé, par exemple, ce que les confrères ont écrit, ça aurait été peut-être un homme d'affaires, un garagiste, quelque part. On ne le regarde même pas. Ou bien, il ne sait même pas un maçon à qui on a remis quelqu'un a volé. Ils s'en font. Ça ne ferait même pas de tourner comme ça. Non. Je vais poser une question avant de continuer rapidement sur cette question-là et on va boucler cela. J'avais déjà posé ça sur la question de la clémence aujourd'hui parce que nos deux confrères sont toujours en prison et personne n'a le moral en prison, au-delà de tout ce qu'on peut dire. On est allé les voir et ils ont le moral. Personne n'a le moral en prison. Alors, il y a l'auditeur qui dit ceci, l'erreur grave que les journalistes togolais font lorsqu'ils sont assignés à la justice, c'est de demander très tôt le pardon. Et nous, on est embrouillés. Est-ce que dans la plainte du ministre, c'est mentionné que c'est parce qu'ils ont utilisé les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a eu vol ou pas? Est-ce que le ministre a dit la somme réelle volée? Alors, c'est quel pardon on demande au lieu de porter également une plainte contre le ministre de n'avoir pas apporté lui aussi des preuves? On a intimidé les journalistes à réécrire le contraire pour qu'on puisse les emprisonner. C'est fini pour vous. Vous allez chaque fois demander pardon. La question de la clémence aujourd'hui, est-ce qu'il faut demander pardon? Oui, vous savez... On va faire deux, justement. Allez-y. Vous savez, Eric, dans le cas de nos confrères, je voulais parler de Loïc Lansom et de Anani Sossou. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que personne n'a nié qu'il y a un vol. Personne n'a nié ça. Personne n'a nié qu'il y a un vol. Et le problème, c'est que c'est la somme. Parce que le ministre estime que 400 millions dont on parle, qui n'a pas ça, qui n'a pas les 400 millions, jusqu'à ce que les voleurs ne viennent s'emparer du butin. Et vous vous rappelez, les confrères, dès qu'ils ont eu l'information, ils ont repris pour dire, au fait, ils ont employé un terme. Oui, c'est surévalué. Voilà. Ils ont surévalué. Voilà, c'est ce qui a été dit. Donc, en toute honnêteté, les journalistes que nous sommes, il nous arrive. Si on se trompe, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on s'est trompé. On s'excuse. Ça, c'est pas encore pour qu'on puisse te clouer à la croix en demandant pardon, pas du tout. Ou soit en s'excusant d'être trompé du montant ou du chiffre avancé. Ça ne constitue pas pour qu'on dise que non. Quand on le fait comme ça, les journalistes que nous sommes, non. Personnellement, je ne crois pas que c'est ça. Quand on se trompe dans la... Il peut arriver. En tant que père de famille, vous puissiez vous tromper devant vos enfants. Vous puissiez vous tromper devant votre enfant. Et il faut rétablir les faits. C'est-à-dire que Ambroise avait employé un terme ici le mardi surpassé quand on s'était retrouvé, mais j'ai oublié. Il disait qu'au fait, dans l'euphorie par exemple des faits, tu peux avancer quelque chose. Mais après vérification, tu peux revenir. Et dire non, écoutez, ce que j'avais dit avant, ce n'était pas ça. Mais voilà, mais ça, c'est pas encore un crime. Pour que les gens disent non, dès qu'on fait quelque chose, on demande pardon. J'avais donné l'exemple ici. Vous vous rappelez que RFI avait annoncé le décès de Soglo. Oui, si. Oui. 2 fois même. Hein, 2 fois. Mais après, ils ont demandé, ils ont dit non, ils se sont trompés. Ça arrive, vous comprenez? Quelqu'un peut te filer l'information tout de suite. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quelqu'un te file l'information, tu n'as pas le temps de pouvoir vérifier. Parce que vous savez que... Ce qui est dommage. Voilà, les réseaux sociaux, une information balancée dans les réseaux sociaux et par rapport à la presse, c'est différent. La presse, on a le temps de regrouper. On prend le temps d'appeler, de faire ci, de vérifier pour voir si c'est vrai. Mais quand c'est les réseaux sociaux, quand ça part comme ça, pour rattraper ça encore, c'est difficile. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes faibles en disant qu'on s'est trompé. La question de la clémence et du pardon, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que demander pardon, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, c'est ce que nous demande la sagesse. Lorsque tu commets une erreur, tu demandes pardon. Où est le problème? C'est la force même de l'homme. On dit l'homme faible, c'est celui qui demande pardon. Et lorsque tu demandes la clémence, l'autre camp est obligé. Il dit obligé, hein, parce que on peut dire qu'il n'est pas été, que l'autre camp n'est pas obligé, mais est obligé. Lorsque le pardon est sincère, il vient demander pardon, l'autre camp est obligé quand même de répondre. Voilà. Bien sûr. Mais
Si l'autre camp ne répond pas, alors qu'est-ce qu'on lui fait? On le laisse à sa propre conscience. Point. Mais là où moi je voudrais en venir, c'est que nous, président, que les organismes de presse arrivent à avoir un avocat pour la presse. Je ne sais pas comment le dire, mais je ne sais pas. Avoir un cabinet de juristes, du moins pour la presse, pour l'ensemble de la presse. Pour que lorsque il y a de ces problèmes, convocation, par-ci, par-là, il y a un problème, que quand même l'avocat puisse aller directement aussi nous défendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, bien sûr. C'est ça, un avocat pour toute la presse togolaise. Je ne sais pas comment il faut faire, bon, le reste là, on peut en parler après. Mais c'est parce que ça vaut la peine. Parce que regardez, même depuis même le test du code pénal là, ou bien code de la presse, qu'on avait envoyé, l'article 497 là, parce qu'on nous a envoyé, bon, moi j'ai dit on nous a envoyé là-bas, c'est parce qu'on nous a même pas l'invitation, mais on nous a envoyé à Palémé. Ce qui s'est passé là-bas, il y a problème. Le test même qu'on nous a présenté, nous ne sommes pas des juristes. On n'a pas su apprécier. On n'a pas su apprécier à sa juste valeur. On a voté, on a voté des tests comme de la littérature. Comme de la littérature, nous ne maîtrisons pas. Ou bien nous ne savons pas la portée de ça. Donc parce qu'il faut qu'on ne sait pas réfléchir un petit peu. Que lorsque nous avons de ces problèmes, que nous avons des hommes, comme il dit, cabinet juridique qui est avec nous, ou bien un avocat qui est avec nous, ou bien par exemple, la fois passée, ce qui s'est passé avec nos confrères, je suis sûr qu'avant qu'ils ne reviennent sur le tweet qu'ils avaient fait la nuit, je suis sûr que quelque chose s'est passé. Je suis sûr qu'eux-mêmes ne se sont pas levés d'eux-mêmes pour juste retweeter, pour dire non, ce qui a été fait, ça a été surévalué. Non. Je suis sûr qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et avant que ce tweet n'aille, parce qu'il doit y avoir une concertation quelque part. Et on vous dit, faites-le pour que cela puisse quand même arranger ou bien faire évoluer la situation. Donc si les contrôles l'ont fait, je suis sûr qu'eux-mêmes sont conscients qu'en le faisant, ils disent que c'est le pardon qu'ils sont en train de demander comme ça. Parce que quoi, un homme averti en vaut plusieurs. Voilà. Très bien. Donc je suis sûr que c'est ce qu'ils ont fait. Alors, puisque moi j'ai été aussi la semaine passée, j'étais avec Ambroise. Ok. Mais vous l'avez dit au début, là-bas, ce n'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter même à son ami, même à son pire ennemi. Ouais. Dire qu'ils ont le moral au beau-fils, c'est faux. Peut-être quand ils nous voient d'accord. Oui, parce que ce qu'on nous a dit, ce qu'ils vivent à l'intérieur, là où on les a placés, avec des gens pas possibles, vous ne pouvez pas vivre là-bas. Si déjà nous on était avec eux à 16h, ils ne commencent pas à crier non, il faut qu'on aille se doucher parce que si on ne se douche pas, on risque de ne pas se doucher. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre ça. Vous qui avez une vie libre, vous allez là-bas, vous ne pouvez pas me dire que bon, non, qu'ils ont le moral, mon fils, c'est pas vrai. Donc je dis que ce qui s'est passé, le tweet qu'on a fait la nuit, avant qu'ils ne soient interpellés, je pense que quelque chose s'est passé. D'accord. Donc, si c'était le pardon, il aurait souhaité que le plaignant, aujourd'hui, à son âme et conscience, puisse dire d'accord. Comme nous, souvent, on le dit, merci beaucoup. Ambroise. Moi, ce sujet, franchement... On peut demander pardon pour clore le dossier? Non, moi, je suis vraiment embarrassé dans ce sujet. Moi, tu sais, je dis ce que je pense. Bien sûr, nous disons tous ce que nous pensons à peu près. Non, c'est plutôt moi qui n'ai pas fou. C'est les autres qui cherchent à habiller qui sont fous. Le médecin a été clair. Voilà. Et donc, tu sais, c'est deux choses. Il y a un fait qui s'est produit. Les journalistes ont relayé un fait concernant un vol. Premier élément, est-ce qu'il y a eu vol? Si oui, il y a vol. Oui, il y a vol. Donc, il n'y a pas de diffamation. Les faits sont établis. Les journalistes ont relayé qu'il y a foule. Maintenant, sur le chiffre dont on parle, si les chiffres sont erronés, ça arrive. Et Jacques l'a dit tout à l'heure, que même les médias étrangers, tout ça là. Sauf qu'ici, l'élément tangible qui fait foi à divulguer, c'est qu'il y a vol quelque part. Bon. Je ne sais pas si le plaignant a dit qu'il y a un reconnu qui a vol. Ça, c'est un élément.
Parce que c'est là où il faut creuser pour savoir. Parce que dans ce quand on parle de diffamation, là, ce n'est pas l'affaire du vol qui est le problème. Non, c'est le montant qui est le problème. C'est subsidiaire. Ça, c'est le second élément. C'est l'élément. Permettez-moi, pour moi, c'est l'élément insignifiant. Parce que tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a eu un vol. Donc, c'est le fait. Les faits sont têtus, il y a vol. Il y a un autre fait, c'est-à-dire c'est le montant. Il y a un élément qui se greffe sur l'élément principal. C'est comme ça on dit. Ça, on met ça pas en marginal, mais l'élément essentiel, c'est qu'il y a vol. C'est ce que les journalistes ont relayé. Si c'est qu'il n'y a pas eu vol, écoutez-moi très bien, dans aucune maison d'un ministre quelque part, et que les journalistes se lèvent un bon matin pour écrire qu'il y a vol dans la maison de tel ministre, sans qu'il y a vol. Là, c'est ce que Jacques disait. C'est un problème. C'est là où on rentre dans le... Parce que le mot diffamation, là, il faut arriver à le disséquer sur le plan grammatical français. Il n'y a pas vol. Mais un journaliste se lève un bon matin qu'il y a vol dans la maison de tel ministre. Non, le cite nommément, là c'est grave. C'est en ce sens-là où on dit que le média est obligé de demander excuse. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que on tourne autour des chiffres. Pour moi, le chiffre est subsidiaire. C'est marginal. Maintenant, on a 1 minute 30. On parle de pardon. Oui. Je l'ai dit ici. Pardon, Clémence. Moi, la Bible m'a appris. On ne demande pardon que lorsqu'on est en faute. Écoutez-moi très bien. Si je ne suis pas en faute, je ne demande pas pardon. Il faut que ce soit clair. Comment on appelle ceux-là qu'on a mis dans la fosse au lion. Que disent nos confrères? Ils sont en faute et ils sont dans la logique de demander pardon? Non. À mon sens, je peux comprendre qu'ils ne sont pas. Je pose la question. Ils ne sont pas dans la logique du pardon. D'accord. À mon sens, c'est ce que j'ai compris. Okay. Parce que pourquoi? Tu sais, dans la vie, quand quelqu'un te reproche quelque chose et que même tu es conscient que, en fait, ce qu'il me dit là, je n'ai pas fait. Mais pour que nos relations soient. Enfin, je n'ai pas bien fait. Ah, ok. Sauf qu'il y avait eu un précédent. Là où se trouve le vrai problème, au niveau de nos confrères, à mon sens, ils ne m'ont rien dit. C'est qu'il y avait eu un précédent. C'est quand les gens ont demandé pardon qu'ils ont été emprisonnés. Qu'ils ont été maintenus en prison. Enfin, 21 jours. On peut demander pardon et puis on me tient en prison. C'est ce qui est arrivé. Mais les gens ont écrit. En 2021. J'ai des témoins, les gens ont écrit. Ils ont écrit même avant de quitter le billet, avant d'arriver en prison. Ah oui, quand ils étaient à la bille, ils ont écrit. Oui. Vous demandez pardon. Ici, ce qui peut maintenir le jeu, ce qui peut retenir nos confrères en prison, c'est que, et du côté peut-être du plaignant, il souhaiterait peut-être que même la télévision arrive. Ah. Non, moi c'est une appréhension que j'ai. Je n'ai pas. En 2021, on a eu des cas comme ça. Avec Ferdinand. Moi je dis n'importe quoi. Bien sûr, déjà avait souhaité que la télévision togolaise arrive à la BRI pour arriver. Moi je n'ai jamais appris ça. Moi je dis n'importe quoi. Quelque chose comme ça. Il est toujours sur la radio. Je vais clôturer en disant que dans la vie, tout peut se. Chez nous on dit, il a dit ça. Oui. Et il y a un volé fond. Point. Merci beaucoup Ambroise. Il y a mon confrère Guy Marieux qui dit sur le sujet d'avant par rapport donc à la vie privée, il me dit que le vrai problème ce n'est pas une affaire de vie privée. Lorsqu'on est fonctionnaire de l'administration, il est un homme public. C'est-à-dire souvent on est un homme public. Avant, au temps du général, tu ne peux pas avoir 50 millions à la maison. Tu ne peux pas avoir 50 millions à la maison, voire dans ton village. Ce qui concerne les journalistes aujourd'hui, et nous en parlons toujours, c'est se battre pour l'article 490 ou 497, 490, je crois, du Code pénal. Il faut l'annuler et on doit se battre pour et donner la valeur à notre code de la presse. Oui. C'est ça qui est important. Code, ça dit que ça me renvoie à 2004. Hein.
Avec Pitang. Pitang Tchala. Monsieur, merci, il est 12h, on marque une pause. Comme à la gare routière de l'information, et ça alimente toujours beaucoup de messages qui nous parviennent. Par exemple, il y a un auditeur qui dit, si ce n'est pas 400 millions, alors quelle est la somme qui a été volée? Pourquoi la justice, enfin le procureur, écrit l'auditeur, ne penche pas sur la provenance de la somme? Nos ministres et autres personnalités ont-ils déjà déclaré leurs biens? Et c'est le fond du problème. J'ai lu le confrère Fabien qui a écrit un truc la semaine passée, je crois qu'il fait des tollés. Et ce qui m'a fait sourire, c'est qu'en bas, il met déclarer vos biens. Bon voilà, c'est ça. Bon, je ne vais pas aller sur le fond parce que là, ça ne m'intéresse pas trop véritablement. Alors, c'est qu'il a nommé, normalement, il devait être interpellé. Ah ouais? Ah oui, mais il a écrit sur les réseaux sociaux. D'accord, très bien. Alors, il y a un autre sujet sur lequel je voulais qu'on revienne très rapidement et avoir votre avis sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le vendredi dernier. Cette fameuse confrontation entre les membres du gouvernement et puis les membres de la Cour des comptes. Est-ce que ça vous a permis à vous d'avoir une idée sur ce qui s'est réellement passé, Jacques? Pas du tout. Vous avez compris quelque chose, vous? Rien. Rien du tout. Ça, c'est le flou qui s'est ajouté encore au flou. Et finalement, tout est flou carré. C'est à refaire. Donc, tout est à refaire. Tout à refaire par rapport à ce rapport-là. Mais il faut reconnaître une chose. Je voulais franchement féliciter la Cour des comptes. Ils ont fait. Ces gens-là, ils sont restés bien droits dans la boîte. Ils ont fait un travail exceptionnel. Ça, il faut les féliciter. Vous avez vu que l'ancien ministre Guénou, oui. il était imperturbable. Oui. C'est-à-dire que lui, il disait que non, il n'a jamais dit que quelqu'un a détourné. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que quelqu'un a détourné. Mais ils ont demandé des pièces. Point. Mais les gens ne l'ont pas donné. Dans la salle, il a dit que sauf le ministère de la Sécurité seul, qui a eu l'habileté de leur fournir les pièces justificatives. Mais tout le reste là, personne n'a donné. Donc il n'a jamais dit que quelqu'un a détourné l'argent. Mais c'est la procédure pour effectivement donner les pièces justificatives qui ont créé des problèmes. L'autre aspect, il y a des choses qu'on a commandées mais qu'on n'a pas vues. Non, ça c'est pas accuser quelqu'un. Mais si vous avez commandé quelque chose, la chose est arrivée, mais montrez. Justifiez-vous. C'est tout le débat à ce niveau. Non, entre nous, moi je ne vois pas pourquoi il fallait faire encore cette confrontation. Ça n'avait pas de sens. Parce que la Cour a tout dit. Et lorsque vous prenez par exemple ce rapport, vous allez voir des parties où la Cour a incriminé certaines personnes. Oui. Parce qu'on vous a demandé de justifier. Vous n'avez pas fait. Bon. Et la dernière fois, c'est au Parlement que certaines personnes montrent les premières justifications. On a été chercher. Oui, mais ça a pris la Cour que c'est là-bas avant de le faire. Moi, je crois que ce qui s'est passé, moi, ce qui m'a fait mal, c'est le fait que ceux qui nous ont financés, les bailleurs de fonds étaient dans la salle. Moi, c'est ce qui m'a fait un peu mal. Elle a dit qu'ils ont découvert un peu notre faiblesse. Ouais, moi, ça m'a fait particulièrement mal. Et vous avez vu comment le ministre Sani Yaya se battait. Voilà. Il a dit qu'il a pris plus de 7 heures de temps. Diable dans l'eau bénite. Alors que le monsieur n'en est pour rien aussi. C'est vrai que c'est pourquoi il défend. Voilà. Oui, c'était lui l'ordinateur. Parce que la dernière fois, on avait vraiment envie d'écouter Mme Sina Lawson se prononcer. On avait envie d'écouter certains ministres qui, même ont quitté le gouvernement, on va les rappeler. Vous êtes sûr? Il y en a qui qu'on a convoqué, ils sont venus. Je suis sûr. Oui. Joseph, sur la confrontation. Vous savez, c'était bien beau quand même de voir cette scène. Et beaucoup de choses. Si on peut l'avoir tout le temps, ce serait comme ça. C'est très intéressant. En fait, la discussion qui a été quand même, les échanges qui ont été quand même houleux, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai dit, si chaque fois on peut quand même nous faire passer ces scènes, ça nous ferait vraiment plaisir. Non, c'est pour dire qu'il y a des problèmes. En fait, ayons le courage de dire la vérité, que nous avons des problèmes de l'administration togolaise. Moi, ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Le ministre, comme l'a dit le président, qui se démerdait à défendre c'est son personnel par-ci par-là, mais même lui-même reconnaît qu'il y a des erreurs, mais puis c'est tant que ministre
comme dit Isaac Babo, il dit qu'on ne peut rien, qu'on ne peut pas. Solidarité dans le mal. Cette solidarité, mais il s'est démerdé. Mais à la fin, j'ai vu le président de la Cour de comptes qui hochait la tête. C'est-à-dire que, bon, on fait avec. Oui, déjà. Donc, il y a un problème dans l'administration. En fait, quand nous le disons ici, quand nous les jeunes nous le disons, on est contre nous. Il y a un problème dans l'administration. Laxisme, d'abord dans l'administration. Manque de professionnalisme dans l'administration. Je ne sais pas. Il y a tout dans l'administration. Et il faut qu'on arrive à cette étape pour qu'on sache que ce que les journalistes disent, effectivement, c'est la vérité. Oui, on se plaint tout le temps d'écrire à l'administration qu'on ne comprend pas. Moi, j'ai envoyé un courrier dans l'administration plus de 4 ans, j'ai jamais eu de réponse. Votre bébé il y a 4 ans. Vous pouvez imaginer, parce que quand le ministre aussi, deux fois, hier, le cas je l'ai suivi, s'est étonné qu'on a envoyé un courrier, que le courrier n'est pas arrivé à sa table, et que bon, le courrier a été affecté à d'autres départements. Mais voilà. Mais, c'est comme si on demande à la présidence, on dit que la présidence envoie un courrier au ministère des Finances. Mais le courrier va au premier responsable. Ou bien je ne sais pas. Quel qu'en soit ce que la présidence va demander, le courrier doit aller au premier responsable, qui est le ministre chargé de ce ministère. Mais on envoie un courrier au ministère, adressé personnellement au ministre, et quelqu'un prend le plaisir d'envoyer le courrier, par exemple, au budget. Le ministre ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est ce que je ne peux pas comprendre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, votre administration. Mais c'est ça. Mais une lettre qui vient d'une institution, ce n'est pas de Joseph, hein. On peut l'envoyer de janvier jusqu'à juin, août plutôt. Août. C'est-à-dire un courrier qui vient d'une institution adressé à un ministre. On prend le courrier, on envoie ça quelque part. Et le ministre même n'est pas au courant. Voilà les dysfonctionnements que nous avons dans l'administration. Vous envoyez un courrier, on ne vous répond même pas. Vous rappelez. Tantôt belle, la secrétaire, quand la secrétaire remarque que c'est votre numéro, elle ne répond même pas. Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est vraiment dommage. Je pense que s'il y a de ces choses-là qui doivent arriver de temps en temps, pour qu'on puisse quand même se ressaisir, c'est très important. L'autre chose, je pense que cette affaire de Covid, de vouloir comprendre ce qui s'est passé réellement, j'ai dit, ce n'est pas la mission de l'Assemblée nationale. Je l'avais dit par le passé. Oui, qu'il faut remettre ce dossier à la justice et à la Plucia. Parce que ce sont les institutions aujourd'hui qui sont quand même habilitées, qui sont créées pour ça, à faire des enquêtes. Oui. Regardez même comment le ministre attend d'attendre. Mais ce n'est pas finalement la preuve qu'en réalité on ne peut pas sanctionner. Eric, s'il te plaît, moi je vais parler là-bas. Mais regardez comment le ministre défendait la fois dernière ce problème de TDR. Oui. TDR. Non, le TDR n'a pas été comme ça, le TDR n'a pas été envoyé à temps, problème à temps. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou envoyer maintenant même un courrier même à l'Assemblée, dans un ministère, il faut réfléchir, il faut aller chercher par où il faut envoyer pour que le ministre puisse l'avoir. Problème de TDR, ça fait que tout ce qu'on demandait, tout ce que la mission demandait a tardé. TDR, problème de TDR. Et mais l'autre côté qui m'a touché. Et on va finir là-dessus. Oui, on va finir là-dessus. Il y a le président de la Cour qui parlait de... Donc c'est le ministre même qui a dit que ce fonds, c'est un fonds de concours. Vous savez ce qu'on appelle un fonds de concours, non? Un fonds de concours, c'est-à-dire c'est un fonds qui est affecté avec quelque chose de particulier, avec un objectif précis. Le fonds Covid, oui. C'est-à-dire que c'est juste pour Covid. Point. Pas pour aller prendre son habit, pas pour aller prendre du whisky, pas pour aller faire des pavés, pas pour aller acheter des caméras, pas pour aller acheter de l'huile, pas pour aller acheter tout ça. Donc c'est un fonds qui est destiné à quelque chose. Mais malheureusement, on avait constaté que le fonds a été dispersé même plus tôt. Et donc, en économie, on appelle ça des mobiliers, des bureaux. Non, moi je ne veux même pas dire. Puisque même les garages. Et voilà. Alors, puisque les gens ont refusé de dire détournement, il y a un problème. Et l'autre côté, si vous permettez, il y a un problème. Un comptable accrédité, assermenté, un comptable recruté dans l'administration, sait très bien qu'il ne peut pas enregistrer une donnée sans des pièces justificatives. Ça n'existe pas.
soit il n'est pas comptable ou bien il ne sait pas. C'est comme si aujourd'hui on peut dire à un journaliste qui a publié tout sans recoupement. Ce comptable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le virer. Si devrait que le comptable a enregistré des choses sans avoir les pièces justificatives, ce comptable, il faut le virer. C'est comme un journaliste qui dit si tu as fait le coupage, on te met en prison. Donc le comptable n'est pas loin de nous. Donc je pense que si on dit aujourd'hui, parce que c'est ce que le ministre avait dit finalement, que c'est un fonds d'urgence qui a été utilisé à un moment d'urgence. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer des leçons pour qu'à l'avenir, cela ne se passe pas. Ce qui est important aujourd'hui, vous soulignez aussi, Joseph, c'est que... Non, mais dis-moi. Parce que ce que je dis, ça fait les 45 jours. Hein. Oui, non, ça, ce n'est rien. Donc, du coup, ça va faire plus que 3 mois même. Parce que avec ce qui arrive, ça fait plus de 3 mois. Mais je dis, si on réfléchit comme ça, en disant que parce que c'est un fonds d'urgence qui a été utilisé de façon urgente et qu'il faut juste tirer les leçons, je pense que c'est grave. Bien. Parce qu'on ne peut pas envoyer de l'argent aux gens comme ça, je vous donnerai la parole, qui utilisent l'argent d'une manière ou d'une autre, et qu'on pense que bon, il faut juste tirer les leçons et voir. Au même moment, c'est en présence de quoi? Des partenaires. C'est-à-dire que Ambroise Bonjo, sur cette question, il y a un auditeur qui dit par exemple que le président lui-même avait parlé de surfacturation. Et voici la preuve. Comment un ministre de la République, de la trempe de Sani Yaya, puisse défendre des absurdités pareilles? C'est ce que dit l'auditeur. Il m'a fait pitié la dernière fois. Ce Parlement aussi n'en est pas un. La justice dit quoi dans cette affaire? Voilà. Le procureur est là juste pour s'occuper des politiciens? Enfin, d'abord, je voudrais commencer par le dernier point de Joseph. Il parlait de... oh merde. Non, c'est le fonds. Oui, comptable. Voilà, le comptable. Oui. Vous savez, les comptables publics sont souvent sous l'ordonnateur des fonds ou du budget. Ça, c'est le DG, ça, c'est le ministre. Mais il faut que les gens arrivent à comprendre ce qui se passe. Il y a une réalité, au-delà de l'orthodoxie financière même, auxquelles sont soumis, qui s'opposent au fonctionnement même des comptables. C'est le ministre qui coordonne tout, qui dit tout. Le comptable ne peut pas se soustraire à ce que le ministre dit. Si le comptable s'oppose à ce que le ministre veut, même qu'il ne répond pas à l'autorité financière, il est viré. Non seulement il est viré, quand ça pète, c'est lui qu'on livre. Bon, je m'arrête là, ça. C'est comme ça se passe. Parce que moi, 2 comptables m'en ont parlé. Sur un dossier, ils m'en ont discuté de ça. Qu'ils ne peuvent rien, soit c'est leur boulot qui tombe dans l'eau. Seconde chose, quand le ministre Yaya sautait dans toutes les eaux là, je le voyais. Sauf que il est dans l'eau, hein, mais nous on voit son dos. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah oui, je vois. Suivez-moi. C'est-à-dire quand on dit, tu penses immerger dans l'eau, mais il y en a qui voient ton dos, ça veut dire que toutes ces gymnastiques là, c'est du cinéma. Je veux dire qu'il s'agit que du cinéma. Tu n'as pas à défendre, tu ne sais pas comment les gens utilisent. C'est vrai, tu es le coordonnateur ou l'ordonnateur de tous ces fonds là. Et l'argent est destiné juste pour le Covid. Les gens ont construit des magasins, les gens ont privatisé des bureaux, les gens ont acheté des meubles. Garage aussi. Garage, qu'est-ce que tu en as fait? Et qui vient justifier? Toi, en tant que ministre de Finances, qu'est-ce que tu en as fait? Ils ont acheté même les produits pour les souris. Voilà. Les cafards. Oui, pour les souris. Les gens sont en train de chercher un couloir pour rapidement élaguer cette affaire-là. Sauf que hier, je disais sur une radio que cette histoire-là, c'est du saupoudrage. Mais je lis aussi que les gens sont gênés dans leur peau. Parce que je viens d'apprendre qu'il y avait les partenaires dans la salle. Oui, bien sûr. Ah, tous. L'élément là, moi je n'ai pas cet élément. C'était tout ça. Pour dire que, parce qu'au départ j'avais dit que pour éviter que la Banque mondiale coupe beaucoup de projets au gouvernement, je vais montrer bien. C'est de ça qu'il s'agit maintenant en question. La Banque mondiale aurait menacé de couper tous les projets. Si il n'y a pas une clarté de ce qui a été fait par rapport au fond. Ce à quoi on a assisté là, est-ce qu'il y a une clarté? Jacques l'a dit, c'est confusion plus confusion. Oui, confusion plus confusion, et la présidente de la commission a confirmé qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Ce qui fait que l'Assemblée s'était déjà prononcée sur ce dossier-là. Mais si l'Assemblée revient, au lieu que ce soit la justice, on l'applique comme Joseph le disait, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, pour clore le tout, la solution, Eric, quelle est la solution de tout ça? C'est que Faure Gnassingbé de mettre son gouvernement
Tous les ministres démettent, ils démissionnent. Et c'est fini? Et lui-même, il démissionne. C'est fini. Ah, attendez, et l'argent? Je dis que quand je donne des solutions des fois radicales, les gens pensent que j'exagère. Mais vous êtes dans un pays où les gens qui sont censés contrôler l'action du gouvernement, les ministres convoqués n'arrivent pas. Ils ne sont pas à leur première. Maintenant, quand ça chauffe, le chef du chef dépose sur la planche, vous arrivez, vous faites du cinéma, vous tombez dans toutes les eaux, Mississippi, Missouri, le Géo, tout ça. Et au final, on sait quand même qu'il y a faute lourde. Mais vous trompez qui? Et le patron qui devrait taper du poing sur la planche, il y a des cas de détournement que les gens ont révélés. Au niveau du Petrogate, tout ça, le patron ne dit rien. Mais le patron est même comptable de ce qui se passe dans le pays. Conclusion, lui-même, il fait des missions au gouvernement et lui, il disparaît sur la scène. Pour qu'on fasse autre chose. C'est clair. Il est élu, attention, toi aussi. Il est élu, mais les gens démissionnent. Senghor avait démissionné. Là, c'est Senghor, ça. Ah, ça, c'est Senghor, ça. Mais pourquoi vous ne pouvez pas copier ce qui est bon ailleurs? Des success stories. Alors, il y a un État qui nous dit quelle crédibilité vous voudrez donner à cette commission. C'est pas la même assemblée qui a applaudi les ministres après le rapport de la Cour des comptes, c'est juste une pièce de théâtre, dit donc cet auditeur. Il y a un autre auditeur qui nous dit à l'audition, quand le ministre Yaya, il était très convaincu de nous convaincre, nous les populations, et lui-même disait que c'est des thèmes techniques que eux et la Cour des comptes pouvaient comprendre. Et on n'est que sur le rapport de 2020, j'imagine sur le 2021. Et ça sortira jamais. Non, jamais. Vous savez, rapport de 2021. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la séquence que la TVT a diffusée. Ils ont même coupé. Oui, la TVT a beaucoup de choses. La TVT, c'est comme s'ils voulaient faire comprendre. C'est-à-dire qu'aux gens, c'est comme si la Cour des comptes a demandé un fonds que le ministère de l'économie n'a pas débloqué. C'est pas si vous avez Oui. Donc c'est comme si c'est ça qui a suscité. C'est comme le règlement de compte. C'est ça aussi le Togo. C'est là le problème du budget. C'est ça aussi le Togo. Voilà le problème. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais j'ai dit, mais c'est malsain. Mais est-ce que le président voulait rectifier? Le président doit rectifier. Non, ce n'est pas le problème. C'est pas le problème, ça. Et l'autre aspect, je vous ai parlé tout à l'heure d'administration. Oui. Le vrai problème du Togo dans l'administration, c'est que chaque directeur a un marin ou une marine. C'est ça le problème. Marin. C'est ça le problème dans l'administration togolaise. Elle a dit que... Non, attends, je vais t'expliquer. Elle a dit que quand le ministre donne les autres, au lieu que peut-être le directeur exécute, il appelle peut-être d'abord son marin ou bien sa marine. Pour dire, mais le ministre m'a demandé ceci, conduite à tenir. Le marin va dire non, ne fais pas. Mais non, dans l'administration publique. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Le ministre Sani Yaya a dit. Oui, non, c'est suivi. Il dit que c'est le secrétaire. Oui. Comment toi, un ministre? Voilà. Excusez-moi. Moi, j'ai peut-être une petite boîte. Ma secrétaire ne peut pas recevoir un courrier, moi en tant que directeur, que je ne vois pas le courrier et qu'elle commence déjà par traiter le courrier. Mais c'est grave. Non, mais le ministre dit, il dit qu'il ne peut pas voir et lire, traiter toutes les lettres qu'on a envoyées. C'est grave. Mais les courriers envoyés par les institutions, c'est ce que j'ai dit. C'est grave. Les institutions, pas par moi, pas Joseph. Supposons qu'on lui envoie un courrier qu'il est impliqué dans une tentative de coup d'État et qu'il dise non, qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Il n'a pas traité. Et on balance. Comment il peut s'en sortir en tant que ministre? Mais c'est grave. C'est pour vous dire. M. Sani Yaya voulait cacher le soleil par sa petite main. Mais ce n'est pas possible. On a compris qu'au sein de son ministère, il y a des puissants. Vous comprenez? Il y a des tout-puissants qui ne rendent pas compte. C'est-à-dire qu'ils rendent compte ailleurs. À qui de droit? Elle dit que, pas à qui de droit même. Elle dit que vous savez, certains avant qu'on les nomme à des postes, peut-être je peux aller voir Ambroise pour m'aider pour ce que je sois nommé à ce poste. Donc je suis redevable à celui-là. Bien sûr. Le ministre est qui? Je vous dis que, rappelez-vous le temps d'Agboibo. Agboibo se plaignait tout le temps que c'est souvent en suivant la TVT qu'il sait qu'un ministre est sorti. Un ministre est allé il n'était pas au courant. C'est ça, bon. En fait, c'est ce qui se passe. Dans l'administration aujourd'hui, je vous dis, il y a certains qui n'ont aucun respect pour les ministres. Aucun respect.
Donc vous comprenez ma position. Non, c'est pour vous dire C'est le chef de l'État qui devient le comptable de tout ça. Non, il faudrait aujourd'hui. C'est lui. Il faudrait un changement. Ok. Moi, je peux voir Ambroise pour m'aider à avoir peut-être quelque chose, mais la redevabilité, je sais comment comment je peux rétribuer Ambroise, parce qu'Ambroise n'est pas dans la boîte. Le premier dans la boîte, c'est mon responsable, c'est mon patron. Mais si je ne veux pas respecter mon patron, parce qu'Ambroise m'a aidé, donc je lui rends compte et je laisse 2 minutes de côté, mais allez comprendre. Il semble qu'il y a même des gens à l'extérieur qui ont plus d'informations que le patron même. Non, mais dans la boîte. C'est pourquoi j'ai dit j'avais pitié du ministre Sani Yaya. Moi j'avais pitié de lui. Oui, mais voilà quelqu'un. Lui-même n'avait pas pitié de lui-même parce que là, non, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Vous voulez qu'il fasse quoi? Attendez, on fait pas, non, il ne peut pas. On ne peut pas. Mais est-ce que vous avez vu la physionomie du président de la Cour des comptes? Mais quand il parlait, mais le gars était furieux. Parce que le gars se disait, il ne faut pas qu'on mélange les choses. C'est pas parce qu'ils ont demandé un fonds, on n'a pas donné. Et que les gens pensent que ils sont fâchés, c'est pourquoi ils ont produit le rapport. Lui, je l'aime bien, parce que... c'est ça. Alors, il y a le qui dit, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui devrait demander des preuves, parce que je pense que les députés représentent le peuple. Mais je vais poser juste une petite question avant de donner la parole aux auditeurs. Mais est-ce qu'on connaîtra finalement la vérité? Parce que là, l'Assemblée nationale, au début, avait applaudi le gouvernement sur ce sujet. Et j'ai encore en mémoire cette phrase de la présidente de l'Assemblée nationale lors de son discours, que l'essentiel, c'est d'avoir contribué à sauver les vies humaines. Voilà. Et puis après, les députés ont dit on met en place une commission pour mieux comprendre le sujet à la fin. Les ministres sont passés à l'Assemblée nationale pour donner leur version des faits. Après, les membres de la Cour des comptes sont passés. Après, on juge bon de convoquer pour faire une confrontation. Finalement, est-ce qu'on connaîtra la vérité? Pour comprendre la vérité, c'est deux échelles. La première échelle, c'est que le Togo a bien géré la crise sanitaire. Le Togo a très bien géré. Mais l'autre aspect, c'est le côté effectivement des finances, que cela n'a pas été très bien géré. Donc, il faut faire la part des choses. Vous comprenez? Donc, quand vous dites qu'on connaîtra la vérité est là. La vérité est là, parce que la Cour des comptes a publié le rapport. Oui. Quelle vérité vous voulez encore? Le rapport est là, non? Quelle vérité vous voulez encore? Vous voulez que les gens aient encore inventé un autre rapport? Bon, on attend le rapport 2020. Parce que ce dont on est en train de parler là, c'est 2020. Vous savez, que ce soit dans la mémoire. En fait, je voulais prendre nos auditeurs, au moins 2. Allez-y, rapidement. Non, mais quand tu parlais des résultats, mais le ministre a dit on n'est pas là, on n'est pas là pour nous accuser, mais pour expliquer les choses. Il ne sait pas si je peux comprendre. Le ministre dit, on n'est pas là pour s'accuser, mais on est là pour expliquer les choses. Alors, qui l'a dit qu'on l'a ça dit qu'il est là pour expliquer les choses, non? Ou bien c'est qui sur le plan des choses? Mais qu'est-ce que il explique ce que vous voulez comprendre. Le rapport est déjà là. C'est tout. Avant ce rapport, mais tu fais quoi encore? Les gens ont déjà fait le recoupement. Ils ont investigué. Mais c'est le ministre qui dit. Le chef de l'État a vu le rapport avant que ça ne soit publié. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et maintenant, c'est quoi? C'est une cinéma.